Binge Audio. C'est l'histoire d'une guerre qui n'en finit pas, mais qui devient de plus en plus terrifiante. Au Proche-Orient, la violence et la cruauté des massacres terroristes commis par le Hamas le 7 octobre 2023 servent hélas à justifier pour le gouvernement israélien une riposte d'une ampleur et d'une brutalité inédite sur le peuple palestinien. En novembre 2024, l'ONU a estimé dans un rapport que les méthodes du gouvernement israélien, je cite, correspondent aux caractéristiques d'un génocide. Un terme qui n'a pas manqué de faire débat tant il est inscrit dans l'histoire même d'Israël et de sa création après le génocide juif perpétré par les nazis. Au milieu de toute cette violence et de ces déchirements politiques, idéologiques ou moraux, les organisations humanitaires impliquées dans les territoires palestiniens tentent de maintenir un semblant d'activité et d'aider celles et ceux qui en ont le plus besoin. Comment tenir dans une situation intenable ? C'est une des nombreuses questions que l'on va se poser en compagnie de Ronnie Broman, ancien président de Médecins sans frontières, MSF qui est notre partenaire pour la fabrication de cet épisode. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Cette discussion, elle a eu lieu en deux temps. Une première fois au mois de juin 2024 et une seconde en décembre de cette année, puisque la situation à Gaza, on y reviendra, n'avait fait hélas qu'empirer. Pour ce qui est de la première partie, on avait démarré en écoutant avec Ronnie Broman une archive datée du tout début de l'année 2024. Les premières décisions de la Cour internationale de justice sont donc tombées tout à l'heure sur, je vous le disais, des mesures d'urgence qui étaient réclamées par l'Afrique du Sud concernant le conflit au Proche-Orient. La Cour a donc demandé à Israël de permettre l'accès à l'aide humanitaire à Gaza et lui ordonne de prévenir et de punir l'incitation au génocide sans pour autant lui demander de stopper son offensive sur la bande de Gaza. Ça, c'était donc il y a quelques mois, c'était au mois de janvier 2024. Qu'est-ce que ça t'évoque, cette prise de position de la Cour internationale de justice ? Je l'ai reçu, je l'ai entendu comme une sorte de séisme, un très grand choc, parce que la Cour internationale de justice s'attaquait à Israël, et qui plus est, en prononçant le mot de génocide, alors même que Israël invoque de façon récurrente, pas depuis le début de son existence d'ailleurs, mais enfin depuis longtemps, le génocide, la Shoah, comme étant d'une certaine manière une source de légitimité de l'État d'Israël. Et voilà que le thème du génocide lui revient en pleine face. Le thème du génocide, il est fréquent, il est récurrent. Il y a environ une trentaine de populations, une trentaine de groupes sociaux dans le monde qui se présentent comme victimes et survivants d'un génocide et qui sont de plus des candidats sérieux, je veux dire juridiquement sérieux à l'obtention de ce titre. Et pour ce qui concerne Médecins sans frontières, le génocide a été une sorte d'accompagnement, avant même d'ailleurs la création de MSF, la guerre du Biafra, dépeinte par certains comme un génocide contre la population Igbo, commis par le pouvoir nigérian. La protestation contre ce génocide, le comité contre le génocide au Biafra, pour citer l'organisme qui regroupait ces protestations, tout cela est un peu à l'origine de Médecins sans frontières. Et puis les Kurdes, les Vietnamiens, les Bosniaques, le Darfour, etc. et j'en passe. Toute cette série de conflits armés, d'éruptions violentes, a croisé à un certain moment la question du génocide. Donc voilà qu'elle surgit, mais cette fois-ci, c'est la plus haute autorité judiciaire des Nations Unies qui utilise le mot, certes, sans accuser Israël directement de génocide, mais en pointant un processus qui va y conduire et en enjoignant la communauté internationale, c'est-à-dire tous les États membres des Nations Unies, à faire le nécessaire pour enrayer ce processus et arrêter la marche vers le génocide. Donc c'est un moment extrêmement important.
Il y a par ailleurs dans cette déclaration, la journaliste le mentionne, une demande qui est faite de laisser accéder les humanitaires. La dimension humanitaire justement de ce conflit qui est en cours, elle est extrêmement prégnante. C'est un point de crispation et un point de discussion très régulier. Oui, tout à fait. La thématique humanitaire joue un rôle dans ce conflit qu'on a rarement vu ailleurs. Je dis bien la thématique, plus que l'action elle-même. Par exemple, l'appel lancé par différents pays européens, en particulier la France, aux autorités israéliennes de respecter le droit humanitaire en exerçant le droit de se défendre. On voit déjà qu'il y avait toute une rhétorique humanitaire qui mêlait droit international et droit international humanitaire, qui relevait plus du besoin de prendre une posture, en quelque sorte de se donner une contenance. Mais en tout cas, il est vrai que la rhétorique, la thématique humanitaire joue un grand rôle. Et il est accru du fait que Israël s'en est pris à peu près à tous les humanitaires qui se trouvaient là, les organisations humanitaires, Médecins sans frontières en premier lieu, Médecins du monde également, et évidemment la cible de choix, celle qui est visée en priorité par les Israéliens, c'est l'UNRWA. L'UNRWA qui est donc l'agence des Nations Unies chargée du secours aux réfugiés palestiniens, tout cela au motif que l'UNRWA serait une sorte de faux-nez du Hamas. C'est très représentatif de la situation de l'aide humanitaire à Gaza. D'où le fait que son interdiction amène à abonder dans le sens de l'accusation de génocide. Humanitaire et génocide, là, d'une certaine manière, se donnent la main, si j'ose dire, au sens où la thématique génocidaire vient au secours de la population de Gaza via l'obligation de laisser passer des convois humanitaires. Obligation qui est piétinée par les Israéliens, mais qui néanmoins s'applique à eux quand même. Il y a un élément qui revient aussi régulièrement, c'est les dilemmes qui se posent aux humanitaires sur le terrain, dans des situations aussi critiques que Gaza, à savoir de maintenir l'activité ou de fuir le risque de mort pour leurs équipes et pour eux. Les humanitaires se retrouvent avec des conflits moraux extrêmement lourds dans ces situations-là. C'est la question du niveau de risque que nous sommes prêts à assumer en tant qu'organisation qui accepte d'exposer ses membres, lesquels membres sont nécessairement volontaires et acceptent explicitement cette exposition. Mais il y a une relation entre les deux, parce que s'ils acceptent explicitement, c'est qu'ils estiment quand même que Médecins sans frontières, par son expérience, est capable de faire preuve d'une certaine prudence, c'est-à-dire de ne pas envoyer des gens à la mort. Nous sommes là pour aussi préserver la vie des gens qui sont au travail sous la bannière de Médecins sans frontières. Les attaques répétées, les dangers toujours très pesants qui pèsent sur les équipes amènent à mener une action qui est intermittente. Ce qu'on fait à un moment, à un endroit, on va l'arrêter pour le reprendre à un autre moment, à un autre endroit. Et ça, c'est très mauvais pour faire de la médecine dans ces conditions-là. Je ne dis pas que c'est impossible, mais enfin, ça diminue considérablement l'efficacité des gestes médicaux. Donc là, il y a effectivement une interrogation. Mais c'est une interrogation sur la pertinence qui est renvoyée à l'armée d'occupation, qui est renvoyée à l'armée qui attaque, pas à MSF en soi. C'est en effet très difficile. Et cette difficulté est redoublée encore par le fait que les membres palestiniens de nos équipes sont littéralement épuisés. Ils ont pratiquement tous une famille, des enfants, des parents à protéger. Donc il y a une situation de stress effroyable avec une partie du personnel qui n'a qu'une chose en tête, c'est de mettre sa famille, ses proches à l'abri. Donc de tenter de passer la frontière. Alors Médecins sans frontières, devant cela, a fait le choix que je trouve être en l'occurrence le bon, c'est-à-dire d'aider ceux qui veulent partir à partir. On y a mis des moyens, on a fait ce qu'on pouvait faire pour cela, mais de fait, on n'y est pas arrivé. Les Palestiniens qui ont franchi
le passage, qui se sont réfugiés en Égypte, l'ont fait par leurs propres moyens, en payant très cher, des contrôles qui sont totalement corrompus. Il n'en reste pas moins que Médecins sans frontières a considéré comme étant de son devoir, ça n'est pas tous les jours, c'est quand même rare qu'on en soit réduit à de telles extrémités, mais a considéré qu'une partie de sa mission humanitaire consistait à mettre le personnel humanitaire de MSF qui le souhaitait à l'abri. Et en plus, nous n'avons pas réussi, nous avons d'une certaine manière échoué. La difficulté supplémentaire sur ce conflit, c'est aussi une difficulté du langage, presque, et du discours. C'est la difficulté de prendre la parole sur ce qui se passe à Gaza. Comment est-ce que toi, qui es habitué justement à prendre la parole dans les médias, tu perçois ce durcissement du discours autour justement d'une crise humanitaire comme celle-là ? Je le perçois comme une réalité avec laquelle il faut composer. Dès qu'on prend la parole sur Gaza pour critiquer l'action de l'armée israélienne, on est considéré par certains comme les idiots utiles du Hamas, comme des complices des terroristes, et je pense qu'il faut décider de s'en fiche. On a des choses à dire, elles sont importantes, notamment parce qu'il n'y a pas de journalistes étrangers, donc les humanitaires sont les seuls étrangers à Gaza, et donc notre parole a une réelle importance, je pense, pour contrer une certaine propagande. Le 7 octobre, les viols, les tueries de civils commis en Israël sont de fait des actes terroristes, c'est-à-dire des actes exercés contre la population civile destinés à inspirer la terreur, destinés à intimider, à effrayer, donc à imposer la terreur. D'où le fait qu'il y a une réelle pertinence à qualifier ces actes de terroristes. Et j'ajoutais, et je continue de le faire, que dans cette mesure-là, l'armée israélienne est également une organisation terroriste, puisque elle cherche à intimider, elle attaque des civils en connaissance de cause. Et ce que je pense important à faire valoir, c'est qu'une fois qu'on a dit cela, on n'a rien dit. Ça ne nous avance pas. Ça n'aide pas à dépasser la situation, à trouver les voies et moyens d'une aide humanitaire qui se déploie, à trouver le chemin d'un règlement politique, puisqu'au fond, quand vous annoncez qu'une organisation est terroriste, vous la balancez dans les enfers, vous la balancez dans les flammes, vous vous interdisez de discuter avec elle. Mais oui, on est confronté à cela. Il faut, je pense, accueillir tout cela avec sang-froid, sans se laisser intimider. Et pour l'instant, c'est encore possible. Est-ce qu'on peut dire que ce conflit, il nous rappelle l'existence, assez douloureusement, on va dire, l'existence de ce droit humanitaire et de ce pourquoi il a été créé et de ce à quoi il sert? Est-ce qu'on peut dire ça de ce conflit à Gaza? Oui, on peut le dire. On devrait pouvoir le dire de tous les conflits, mais en effet, la guerre israélienne à Gaza a fait ressurgir les thèmes, disons, de l'humanitaire. S'il fallait résumer le droit humanitaire en une seule formule, c'est comme ça qu'il tiendrait. La guerre est un exercice cruel. Ce qu'il faut éviter, c'est l'excès de cruauté, c'est-à-dire les cruautés non nécessaires. Tout le problème étant de savoir qui trace la ligne qui sépare les cruautés nécessaires des cruautés inutiles. Ça, c'est l'éternel problème du droit humanitaire. Mais c'est cela qu'il faut retenir du droit humanitaire et qui se décline en deux parties, des obligations de retenue quant à l'usage de certaines armes ou au ciblage de certains lieux et des obligations de distinction entre combattants et non combattants. Mais tout ça est évidemment très, très théorique. Et là, sans vouloir condamner personne, il faut bien reconnaître que l'application sérieuse du droit humanitaire dans la guerre requiert des efforts, la mobilisation de moyens de détection, d'observation, la prise de risque, que très peu d'armées sont disposées à accepter. Et donc l'humanitaire tient une place importante, mais quand même principalement sous la forme d'une rhétorique. Et je termine là-dessus. L'UNRWA, qui est l'organisation, disons, d'assistance aux réfugiés, subit des coups
effroyable de la part d'Israël, comme je pense aucune organisation militaire n'en a subi dans son histoire. On tire au bazooka, on tire aux missiles sur des convois de l'UNRWA qui ne contiennent rien d'autre que de la farine, de l'eau potable, des antibiotiques et des choses comme ça. C'est monstrueux, mais ça ne suscite que, finalement, très peu de réactions. C'est pour ça que je dis que l'humanitaire tient à la fois une grande place, mais c'est une place un peu vaporeuse, c'est-à-dire ça s'étend un peu partout, ça remplit beaucoup d'espace, mais ça n'a que très peu de prise sur la réalité. Comme je le disais au début de cet épisode, vu la dégradation de la situation au Proche-Orient, avec l'extension de la guerre vers le Liban et la poursuite et l'intensification des massacres à Gaza, on a souhaité avec Ronnie Broman reprendre notre conversation, en commençant par évoquer une nouvelle fois la Cour pénale internationale, la CPI, et sa décision en novembre de cette année de délivrer des mandats d'arrêt pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ex-ministre de la Défense, Yoav Gallant. Pour MSF, les rapports avec la CPI ont toujours été un peu délicats, sans contester la légitimité. Il y avait, par exemple, de ma part, une critique très virulente de la Cour pénale internationale qui n'inculpait que des ennemis de l'Occident, en gros. Donc qui était finalement au service d'une bande contre une autre, mais pas au service de la justice. La différence est de taille quand même. Quand deux gangs s'affrontent, c'est pas parce qu'il y a des victimes parmi les deux gangs qu'il y a un acte de justice. Non, il y a juste un affrontement. Là, d'une certaine manière, on a changé de registre. Donc la justice internationale semble prendre du poil de la bête, c'est-à-dire se doter d'une légitimité que tout le monde est bien forcé de reconnaître. Alors il y a évidemment les protestations d'Israël et de ses soutiens, selon qui on ne met pas sur le même plan criminel terroriste et un État démocratique, ce qui est une sorte d'aberration qui peut nier le fait que la justice juge des actes, pas des statuts sociaux, pas des statuts politiques. Enfin, c'est absolument grotesque, mais le grotesque de cette mise en question souligne l'absurdité, les discours totalement ineptes et donc odieux dans le contexte de la cruauté de cette guerre, des amis d'Israël qui continuent de tenir le fait que les démocraties soutiennent les démocraties, comme si Israël, écrasant de bombes une population quasiment sans défense, voyait cet écrasement atténué par le fait que c'est un écrasement démocratique. Donc quand vous mourrez sous la torture démocratique, ou vous asphyxiez sous l'occupation démocratique, ou que vous périssez sous les bombardements démocratiques, c'est pas la même chose. Voilà le genre de discours qui peut tenir de deux poids, deux mesures dans son essence, qui est révoltant et que MSF tente également de dénoncer, enfin pas tente, dénonce sans grands effets, il faut bien le reconnaître, mais au moins aura-t-on essayé de pointer cette contradiction effroyable. La destruction tous azimuts de Gaza, c'est-à-dire de la population, de la société, du bâti, de l'histoire de Gaza, s'est poursuivie sans que rien ne semble pouvoir arrêter l'armée israélienne. Il y a quelque chose de désespérant, mais l'action, d'une certaine manière, a continué du côté de Médecins sans frontières. Un hôpital sous tente d'assez grande envergure a été mis en place. Le travail s'est poursuivi à l'hôpital Nasser, en coopération très étroite avec nos collègues palestiniens en soins intensifs, en chirurgie. Et MSF a pris en charge une partie de la distribution de l'eau. Au moment où nous parlons, à peu près 20 à 25% de l'eau potable disponible à Gaza est distribuée par MSF. Donc il y a malgré tout une action tout à fait significative, même si, dès lors qu'on prend un peu de recul, par rapport à l'ampleur des destructions, par rapport au niveau de violence sans précédent, j'insiste là-dessus, ça n'est pas simplement une formule creuse destinée à dramatiser la situation, c'est une réalité. Je crois qu'il faut remonter à l'écrasement de Grozny pour avoir une idée approximative
de ce qui se passe. Et encore, on est bien au-delà de l'écrasement de Grozny. Voilà, donc cette actualisation, elle est effroyable. Elle ne va que pour le pire, si ce n'est que notre action, notre engagement d'assistance médicale d'urgence, lui, s'est poursuivi et s'est amplifié. On est à 8 morts, plusieurs dizaines de blessés parmi le personnel de MSF et ses familles. On peut dire que tout le monde est visé. Gaza est une zone de tir libre. Les snipers israéliens font absolument ce qu'ils veulent, et d'ailleurs, ça n'est même pas une accusation, c'est une constatation. Les seuls qui ne sont pas visés, ce sont les expatriés. Le coût de la mort par assassinat d'un expatrié est supérieur, nettement supérieur au coût politique, je veux dire, de la mort d'un Palestinien, fût-il un chirurgien ou un acteur humanitaire. Et donc, les Israéliens prennent des précautions pour éviter d'avoir à rendre des comptes à un pays ami dont un ressortissant se serait fait descendre par son armée. Il faut ajouter à ce stade que la situation intra-palestinienne se dégrade à une vitesse terrifiante. Le fait qu'il y ait à peu près pratiquement 2 millions de personnes regroupées dans l'équivalent, je sais pas, d'un arrondissement parisien, enfin c'est entassé dans des conditions effroyables, dans les intempéries, dans le froid glacial. Il fait très froid en ce moment à Gaza au mois de décembre, janvier, et qui plus est sous la menace permanente de snipers, de drones, etc. Cela crée un état de tension qui conduit à des affrontements pour parfois des petites choses, un espace ou simplement la sensation d'une menace. Si quelqu'un est soupçonné d'être du Hamas dans le voisinage, il va être probablement visé par les Israéliens, donc ça va produire des dégâts, donc on veut le chasser, ça donne lieu à des affrontements. À cela, il faut ajouter le fait que quelques grandes familles, des clans qui sont très puissants, qui sont armés, très bien vus par les Israéliens, pillent les quelques camions qui peuvent rentrer dans Gaza. Et donc, ce sont ces voyous, ces profiteurs de guerre qui saisissent les charges amenées par les quelques camions qui peuvent franchir la frontière, avec la complicité des Israéliens. Voilà aussi un aperçu de ces transformations pour le pire qui marquent la vie et la mort à Gaza. C'est quoi les perspectives d'une organisation comme MSF dans une situation comme celle-là qui ne fait que se dégrader ? Elles sont déprimantes, mais pas totalement écrasantes, si j'ose dire. Pas totalement écrasantes parce que malgré tout, le service que nous rendons à la population de Gaza, en eau, en soins médicaux, en soins chirurgicaux, il est réel. L'équipe de MSF, l'équipe des urgences, l'équipe de terrain qui fait cela. Tout le monde est fier et content de cela, mais il est évident, dans le même temps, que notre présence rend un fief et service à l'occupant israélien, puisqu'elle permet de faire valoir que, loin de vouloir détruire la population, ils veulent simplement détruire les gens hostiles à Israël, et pour le reste, ils laissent l'aide humanitaire se déployer, etc. Ce qui est faux. Ils laissent l'aide humanitaire se déployer à un niveau minimaliste. L'essentiel de l'aide dont les Gazaouis ont besoin, à part que ces violences s'arrêtent, c'est l'UNRWA qui lui apportait. C'est l'aide sociale, c'est l'aide alimentaire, c'est l'aide de tous les jours. Or, l'UNRWA, maintenant, est bannie de ça, ce qui nous met dans une situation très inconfortable d'être un peu ceux qui sont tolérés par l'armée israélienne, tandis que l'UNRWA, elle, ne l'est plus. Donc, nous parlions des perspectives de MSF, mais elles sont d'abord de continuer à faire ce que nous faisions parce que le service est utile, il est indispensable, mais il est également de continuer à témoigner de ce que nous voyons, à nous exprimer, à tenter de faire pression, en tout cas d'alerter les alliés d'Israël, les supposés amis d'Israël qui ne font que laisser Israël s'enfoncer dans le génocide, dans le bain de sang qu'ils ont créé là-bas, pour tenter d'obtenir un allègement du bras du bourreau, pour le dire de cette façon un peu solennelle.
Voilà, donc parler, continuer à faire pression, agir, continuer d'aider, voilà quelles sont les perspectives, mais dans un environnement de danger maximum et de pression maximum. Merci à Ronnie Broman pour ses réponses. Les 4 épisodes que nous avons fabriqués en partenariat avec MSF autour de ses souvenirs et de sa vision de l'action humanitaire, ils sont à retrouver dans le flux de Programme B, un podcast de Binge Audio réalisé par Mathieu Thévenon. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.